Lors d'une vente aux enchères prestigieuse, un millionnaire excentrique fait un pari audacieux qui choque tout le monde. Il achète un étalon indomptable pour une somme exorbitante, déterminé à le dompter personnellement. Un voyage fait, de défis, de critiques et de découvertes de soi commence, révélant la véritable valeur du lien entre l'homme et l'animal. Préparez-vous à une histoire émouvante de dépassement et de transformation. Laissez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-nous d'où vous regardez. Quel prix à la liberté? Combien vaut une âme sauvage? Dans un monde où tout semble avoir une valeur monétaire, il existe des trésors qui défient toute étiquette de prix. Voici l'histoire d'un homme qui croyait pouvoir acheter l'indomptable, pour découvrir que certains liens sont si précieux qu'ils ne peuvent être acquis avec de l'argent. La salle des ventes resplendissait sous les immenses lustres de cristal. Dames et messieurs de la haute société, vêtus de leurs plus beaux atours, se déplaçaient entre les coupes de champagne et les conversations murmurées. L'air portait un mélange de parfums coûteux et d'attente, mais aucune présence n'était aussi remarquable que celle d'Antoine Lefèvre, le magnate de l'immobilier qui venait d'entrer dans l'enceinte. Grand, avec ses cheveux grisonnants parfaitement coupés et un costume italien qui coûtait plus que ce que beaucoup gagnent en plusieurs mois, Antoine émanait une confiance presque palpable. Ses yeux, d'un bleu perçant, scrutaient l'environnement comme s'ils évaluaient non pas des personnes, mais de potentielles acquisitions. Il était connu pour transformer en or tout ce qu'il touchait. Des propriétés abandonnées se transformaient en résidences de luxe, des terrains oubliés devenaient des gratte-ciel majestueux. Le murmure s'est tu lorsque les portes latérales de la salle s'ouvrirent. C'était l'heure du lot le plus attendu de la soirée. Un étalon noir comme la nuit la plus sombre surgit, conduit par 3 soigneurs qui parvenaient à peine à maîtriser sa force démesurée. L'animal hennit, révolté contre les cordes qui le retenaient. Sa crinière semblait danser au vent comme des flammes noires qui consumaient l'air autour de lui. « Mesdames et messieurs, » annonça le commissaire-priseur, ajustant son micro, « je vous présente Tempête. Originaire des montagnes sauvages du Sud, ce magnifique spécimen n'a jamais été monté. 3 dresseurs professionnels ont renoncé à le dompter. Sa lignée est impeccable, mais son esprit... » Il marqua une pause dramatique, observant l'animal. Se cabrer violemment, son esprit reste intact. Nous commençons les enchères à 50 000 €. Le silence s'empara de la salle. Malgré la beauté incontestable de l'animal, qui risquerait autant d'argent sur un cheval que personne ne parvenait à contrôler. Tempête hennit de nouveau, comme s'il se moquait de l'hésitation humaine. 100 000. Une voix brisa le silence. Toutes les têtes se tournèrent vers Antoine, qui restait debout, une coupe de champagne à la main, apparemment indifférent à la stupéfaction qu'il avait causée. Le commissaire-priseur, se remettant de sa surprise, sourit. « Nous avons 100 000 de Monsieur Lefèvre. Quelqu'un offre 110. » Silence absolu. 200 000. Antoine augmenta sa propre offre, provoquant des soupirs audibles. Un éleveur de chevaux réputé, assis au 3e rang, leva timidement la main. 210. Antoine ne scia pas. 500 000. 1. Murmure de choc parcourut la salle. L'animal valait au maximum 1/10 de cette somme. Le commissaire-priseur, les mains légèrement tremblantes, regarda autour de la salle. 500 000 de Monsieur Lefèvre. Quelqu'un offre plus? Lorsque le marteau frappa, scellant la vente la plus chère de l'histoire de la vente aux enchères, Antoine Lefèvre ne sourit pas. Dans ses yeux, il n'y avait que la froide détermination de celui qui venait d'acquérir non pas un cheval, mais un nouveau défi à relever. « Vous avez perdu la tête ?» murmura Sophie, son assistante personnelle, tandis qu'ils sortèrent de la salle. « 1 demi-million pour un cheval qui va probablement... Vous brisez le cou à la première tentative pour le monter ?» Antoine ajusta sa montre en or à son poignet. « Vous savez ce qu'on dit des choses impossibles, Sophie ? Ce sont juste celles que personne n'a eu le courage d'accomplir. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Le lendemain matin, tous les grands journaux du pays affichèrent des variations du même titre. Un magnate paie, une fortune pour un cheval indomptable. Certains articles étaient respectueux, d'autres moqueurs. Un chroniqueur particulièrement acide écrivit.
À une époque où des enfants souffrent encore de la faim dans notre pays, Antoine Lefèvre a trouvé une meilleure utilité à son argent. Un caprice équestre qui finira probablement vendu pour l'abattage quand il se lassera de ce jeu. Antoine n'était pas homme à lire les critiques, mais celle-ci blessa son orgueil d'une manière à laquelle il n'était pas préparé. Assis dans son bureau panoramique, d'où il pouvait voir la moitié de la ville qu'il avait aidé à bâtir, il jeta le journal sur la table en verre. « Organiser une conférence de presse pour demain », ordonna-t-il à Sophie, « et engager les 3 meilleurs dresseurs de chevaux du pays. Peu importe le coût. » Sophie hésita, ses doigts planant au-dessus de sa tablette. « Antoine, vous n'allez pas vraiment essayer de dompter cet animal, n'est-ce pas? Les experts ont dit qu'il est pratiquement sauvage. Ce n'est pas comme acquérir une entreprise en difficulté et la restructurer. » Les yeux d'Antoine se durcirent. « Exactement pour ça. Les entreprises sont prévisibles, Sophie. Des chiffres, des graphiques, des gens désespérés pour des salaires. Celui-ci, il pointa la photo de l'étalon noir dans le journal. Celui-ci est un défi digne de moi. » Lors de la conférence de presse, sous le regard attentif de dizaines de caméras, Antoine fit une annonce qui suscita encore plus de remous. « Dans exactement 1 an, je présenterai Tempête lors d'un événement caritatif que j'organiserai au profit du nouvel hôpital pour enfants de la ville. Et non seulement je le présenterai dompté, mais je le montrerai moi-même. » Les questions tombèrent comme une avalanche. « Monsieur Lefèvre, avez-vous de l'expérience en équitation? Ne serait-il pas plus prudent de laisser cela à des professionnels? Faites-vous cela uniquement pour la publicité? » Avec la même froideur qu'il utilisait pour conclure des affaires multimillionnaires, Antoine répondit « J'ai appris à monter quand j'étais enfant, à la ferme de mon grand-père. Non, ce ne serait pas plus prudent, car je suis fatigué de faire uniquement ce qui est prudent. Et quant à la publicité… » Il marqua une pause, ses yeux trouvant la caméra principale. « Si c'est pour promouvoir la construction d'un hôpital, qui sauvera des centaines d'enfants par an, alors oui que la publicité vienne. » Les 3 premiers mois furent un désastre complet. Antoine engagea, comme promis, les meilleurs dresseurs du pays. L'un après l'autre, ils quittèrent sa propriété avec des expressions de défaite. Le dernier, un cow-boy texan avec plus de 30 ans d'expérience, fut plus direct. « Monsieur Lefèvre, de toute ma vie, je n'ai jamais vu un animal comme celui-ci. Il n'a pas peur et cela le rend impossible à dresser. Nous utilisons la peur pour enseigner les limites, pour établir le respect. Mais cet étalon… » L'homme retira son chapeau, passant la main dans ses cheveux clairsemés. « Il ne craint pas le fouet, il ne craint pas l'enfermement, il ne craint rien. Et un animal sans peur est un animal qui ne peut être brisé. » Antoine, assis sur la véranda de son manoir de campagne, observait le cheval au loin, galopant librement dans l'immense enclos qu'il avait fait construire spécialement pour lui. « Je pars. Ne veux pas le briser, » répondit-il finalement. « Briser, c'est ce qu'on fait avec les esprits faibles. Je veux le conquérir. » Lorsque le dernier dresseur partit, Antoine prit une décision inhabituelle. Il licencia presque tous les employés de la ferme, ne gardant que l'essentiel pour l'entretien de base. Il annula toutes les réunions des 2 prochains mois et s'installa définitivement sur la propriété rurale. « Vous allez abandonner l'entreprise en pleine négociation de la tour sud. » Sophie ne put cacher sa stupéfaction. Antoine était occupé à faire une petite valise. Pas de costume coûteux ni de chaussures italiennes. Juste des jeans, des chemises en flanelle et des bottes robustes. « Je n'abandonne rien. Je délègue. C'est à ça que servent les vice-présidents et directeurs, que je paye si bien. » Il ferma la valise d'un mouvement décisif. « Il est temps de me souvenir de qui j'étais avant de devenir ceci. » Il gesticula vaguement vers son reflet dans le miroir, comme s'il ne reconnaissait plus l'homme aux cheveux gris et à l'expression dure qui le regardait en retour. Le premier mois à la ferme fut une période d'adaptation douloureuse. Habitué au confort extrême et à l'emploi du temps millimétré, Antoine se réveillait maintenant avec le chant des oiseaux et s'endormait avec le hurlement lointain des loups dans les montagnes. Sa peau, autrefois protégée dans des environnements à température contrôlée, brûlait maintenant sous le soleil implacable des journées de travail à la campagne. Chaque matin, il marchait jusqu'à l'enclos de Tempête, portant une simple chaise en bois.
Il la positionnait à environ 10 mètres de la clôture et s'asseyait simplement là, observant l'étalon pendant des heures. L'animal au début se tenait le plus loin possible, courant en cercle nerveux à l'extrémité opposée du terrain. « Il ne vous fait pas encore confiance », commenta Jean, le vieux contremaître qui s'occupait de la propriété depuis des décennies. C'était un homme simple, aux mains calleuses et peu bavard. Antoine, sans détourner les yeux de l'animal, répondit « Moi non plus je ne ferais pas confiance, si j'étais lui. Tout ce qu'il connaît des humains jusqu'à présent, c'est la douleur et les tentatives de soumission. » Le vieux sourit discrètement, surpris par la perspicacité de son patron citadin. À la fin de la 2e semaine, il y eut un changement subtil. Tempête gardait toujours ses distances, mais ne courait plus frénétiquement. Parfois, il s'arrêtait et regardait directement Antoine, comme s'il essayait de déchiffrer les intentions de cet étrange humain qui se contentait d'observer, sans jamais essayer de s'approcher. « Vous devriez apporter une pomme ou une carotte », suggéra Jean un matin, tendant quelques fruits frais à Antoine. « Peut-être que ça aidera à briser la glace. » Antoine prit les pommes, remerciant d'un signe de tête. Il n'était pas homme à beaucoup parler avec ses subordonnés. Mais quelque chose changeait en lui aussi lentement que la confiance du cheval grandissait. De petits gestes, comme remercier, regarder les employés dans les yeux, ou même demander des nouvelles de leur famille. Des comportements qui auparavant lui auraient semblé absurdement inutiles. Le 40e jour, la première grande avancée eut lieu. Antoine était à sa position habituelle, lisant à voix haute un livre de Gabriel Garcia Marquez. Il avait découvert que lire à voix haute non seulement remplissait le silence, mais aussi habituait Tempête au son de sa voix. C'est alors, au milieu d'un paragraphe particulièrement poétique, qu'il sentit un souffle chaud sur sa nuque. Il se figea immédiatement. Avec des mouvements d'une lenteur étudiée, il tourna légèrement la tête. Là se tenait Tempête, à moins d'un mètre de lui, de l'autre côté de la clôture, ses narines dilatées aspirant l'odeur de l'humain, ses yeux noirs fixés, intelligents, perçants. Antoine continua sa lecture, sa voix maintenant un murmure tremblant. Le cheval resta là pendant près de 5 minutes, avant de s'éloigner calmement, sans le galop nerveux habituel. Lorsque l'animal s'éloigna finalement, Antoine réalisa qu'il avait les larmes aux yeux. Lui qui n'avait pas pleuré depuis la mort de sa mère, 15 ans auparavant. Cette nuit-là, assis sur la véranda avec une tasse de café simple, pas l'expresso importé, auquel il était habitué, Antoine réfléchissait au moment presque mystique qu'il avait vécu. C'est alors que Jean apparut, le visage ombragé par son chapeau usé. « Patron, il y a un homme qui veut vous parler. Il dit que c'est important. » Le visiteur était un fonctionnaire de la mairie, portant une mallette pleine de documents et de cartes. Sans détour, il expliqua la situation. Une nouvelle autoroute départementale était prévue pour passer exactement par ces terres. Le gouvernement offrait une indemnisation généreuse, mais l'expropriation était inévitable. Les papiers étaient déjà presque tous approuvés. « Combien de temps avons-nous » demanda Antoine, l'esprit déjà calculant les possibilités. « 6 mois au maximum. Les travaux commencent juste après la saison des pluies. » Après le départ du fonctionnaire, Antoine resta sur la véranda pendant des heures, observant les étoiles qu'il ne parvenait jamais à voir en ville. L'idée de perdre cette ferme, qui auparavant n'était qu'un investissement parmi tant d'autres, le perturbait maintenant profondément. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était quelque chose de plus difficile à définir. Un lien avec la terre, avec le silence, avec le rythme naturel des choses qu'il avait redécouvert là. Et bien sûr, il y avait Tempête. Qu'adviendrait-il de l'animal si la ferme était détruite? Le lendemain matin, Antoine commença à passer des appels. Pas à ses avocats d'affaires habituels, mais à des militants écologistes, des politiciens locaux, des journalistes qui couvraient la zone rurale. Une mobilisation commençait à se former. Pendant ce temps, sa relation avec Tempête continuait d'évoluer. Maintenant, le cheval permettait à Antoine de s'approcher de la clôture et parfois mangeait des pommes directement de sa main ouverte. Chaque petite avancée était célébrée comme une grande victoire. Ce fut pendant cette période qu'Antoine remarqua quelque chose de curieux. Tempête semblait particulièrement calme les matins où une vieille jument, à la robe baie claire, paissait dans le champ voisin.
Elle appartenait à une petite propriété adjacente, celle d'une dame veuve qui vivait seule. Madame Marguerite élève des chevaux depuis qu'elle est petite, expliqua Jean, lorsqu'on l'interrogea sur la voisine. Cette jument, Sérénité, doit avoir une vingtaine d'années déjà. Ce fut le dernier cadeau de son mari avant qu'il ne meure. Antoine observa les deux animaux pendant plusieurs jours. Bien que séparés par une clôture, il y avait une communication silencieuse entre eux. Tempête, toujours si agitée, devenait presque docile en présence de la vieille jument. C'est comme si elle l'apaisait, commenta-t-il, plus pour lui-même que pour Jean. Le vieux contremaître sourit. Parfois, nous avons besoin de quelqu'un qui nous rappelle qui nous sommes vraiment, patron, même les plus braves d'entre nous. La phrase continua de résonner dans l'esprit d'Antoine pendant des jours. Qui était-il vraiment? L'impitoyable homme d'affaires qui avait bâti un empire sur des négociations agressives et un opportunisme calculé? Ou cet autre homme qu'il était en train de découvrir, capable de s'asseoir en silence pendant des heures, appréciant le simple miracle de gagner, lentement, la confiance d'un être sauvage? La première fois qu'Antoine entra dans l'enclos fut presque un accident. Il mettait des pommes fraîches dans la mangeoire, comme il le faisait tous les matins, lorsque le portail qu'il verrouillait normalement avec soin céda et s'ouvrit avec un grincement. Tempête, qui paissait à quelques mètres, leva brusquement la tête, les yeux fixés sur l'humain maintenant sans protection. Antoine se figea. Tous les experts avaient prévenu. Ne montrez jamais de peur. Mais comment ne pas craindre une créature de près de 700 kilos de pure force musculaire, capable de le tuer d'un seul coup de sabot? Le temps sembla s'arrêter tandis que les deux se faisaient face. Alors, étonnamment, ce fut Tempête qui fit le premier pas en direction d'Antoine. « Ça va », murmura Antoine, plus pour contrôler sa propre peur que pour communiquer avec l'animal. « Ça va, mon grand, c'est juste moi. » Pas après pas délibérément lent, l'étalon s'approcha jusqu'à être à moins d'un bras de distance. Antoine pouvait sentir la chaleur émanant du corps puissant de l'animal. Il pouvait voir chaque détail de ses yeux profonds. Il pouvait entendre sa respiration rythmée. Avec une prudence infinie, Antoine leva la main maintenant suspendue, dans l'air. L'invitation était lancée. Maintenant, il revenait à Tempête de décider. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Alors, l'inimaginable se produisit. L'étalon fit le dernier pas et approcha son museau de la main tendue, permettant le contact. La peau de l'animal était plus douce qu'Antoine ne l'avait imaginé, chaude et vibrante de vie. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de l'homme qui, pour la première fois depuis des décennies, se sentait véritablement connecté à un autre être vivant. « Merci de me faire confiance », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Le lendemain, lorsque Jean arriva pour ses tâches matinales, il trouva Antoine dormant appuyé contre un arbre à l'intérieur de l'enclos, avec Tempête broutant tranquillement à quelques pas. Le vieux contremaître sourit, secouant la tête. « L'animal a dompté l'homme », murmura-t-il pour lui-même. Les semaines qui suivirent apportèrent des progrès rapides. Antoine se mit à apporter une brosse douce tous les matins, et Tempête apprit vite à apprécier le rituel d'avoir sa robe noire et brillante soigneusement brossée. Parfois, l'étalon baissait même la tête, comme s'il voulait faciliter l'accès d'Antoine à sa crinière emmêlée. Parallèlement, la lutte pour empêcher l'expropriation de la ferme prenait de l'ampleur. L'histoire du millionnaire qui avait abandonné le confort de la ville pour créer un lien avec un cheval sauvage avait captivé l'imagination du public. Des journalistes apparaissaient fréquemment, et Antoine, autrefois réticent à toute exposition personnelle, les recevait maintenant de bonne grâce, toujours avec Tempête à l'arrière-plan, de plus en plus proche. « Vous avez vraiment l'intention de le monter d'ici la fin de l'année ?» demanda une jeune journaliste, clairement sceptique. Antoine, maintenant avec la peau bronzée et des rides d'expression qui n'existaient pas auparavant, fruit de sourire qu'il offrait auparavant rarement, répondit avec une nouvelle tranquillité. « Cela dépend de lui, pas de moi. J'apprends que certaines choses ne peuvent être forcées ou précipitées. Elles arrivent au bon moment, lorsqu'il existe une confiance mutuelle. » La journaliste parut surprise. Ce n'est pas la philosophie de l'homme qui a bâti le plus grand empire immobilier du pays en un temps record. Antoine rit, un son que ses anciens associés reconnaîtraient à peine.
Peut-être que j'apprends une nouvelle philosophie. Une qui m'aurait épargné bien des erreurs dans le passé. La gravité de ces erreurs devint plus claire pour Antoine à mesure qu'il passait plus de temps loin du bureau. Des affaires qu'il avait conclues sans considérer l'impact environnemental. Des communautés entières relocalisées pour faire place à ses projets. Des vies transformées, pas toujours pour le mieux, par ses décisions froides et calculatrices. Le poids de ces réalisations le conduisit à une nuit d'insomnie. À l'aube, incapable de rester immobile, Antoine marcha jusqu'à l'enclos de Tempête. L'étalon, percevant sa présence, s'approcha de la clôture. « Tu sais, » dit Antoine dans l'obscurité, « je crois que je comprends pourquoi tu as tant résisté. La liberté n'est pas seulement l'absence de chaîne physique. C'est pouvoir être qui tu es, et vraiment, sans compromis, sans fausseté. » Il passa la main sur le cou de l'animal. « J'ai passé tellement de temps à construire une vie qui m'a emprisonné dans des attentes, dans une image publique, dans un personnage qui n'est pas moi. » Tempête souffla doucement, comme s'il comprenait. « Si nous parvenons à empêcher cette route, je te promets que tu auras toujours le choix. Je n'essaierai plus jamais de te forcer à quoi que ce soit. » Le lendemain matin, Antoine se réveilla avec une décision prise. Il appela Sophie et lui donna des instructions précises. La moitié de sa fortune personnelle serait transférée à une fondation nouvellement créée, dédiée à la préservation de l'environnement et au sauvetage d'animaux. « Vous êtes sûr ?» La voix de Sophie trahissait son inquiétude. « Antoine, ce sont des milliards d'euros. Je n'ai jamais été aussi certain, » répondit-il, observant. Par la fenêtre tandis que Tempête courait librement dans le champ, sa crinière noire dansant au vent. « D'ailleurs, de combien d'argent un homme a-t-il besoin, Sophie ? J'ai déjà plus que ce que je pourrais dépenser en plusieurs vies. » Le PEM, mouvement contre l'autoroute, prit une ampleur exponentielle après l'annonce de la fondation. Les écologistes qui voyaient auparavant Antoine comme un ennemi, l'embrassaient maintenant comme un allié. Les politiciens, sentant le vent tourner, commencèrent à reconsidérer le tracé original de la route. La petite communauté rurale, autour de la ferme, qui voyait auparavant le millionnaire comme un intrus de la ville, l'accueillait maintenant avec des sourires chaleureux. Madame Marguerite, la voisine âgée, devint une visiteuse fréquente. Elle apportait des gâteaux faits maison et partageait des histoires sur la façon dont elle avait élevé des chevaux toute sa vie. « Sérénité a été la seule que j'ai réussi à garder », expliqua-t-elle un jour, tandis qu'ils observaient la vieille jument interagir avec Tempête à travers la clôture qui séparait les propriétés. « Quand mon mari est mort, les dettes m'ont presque englouti. J'ai dû vendre tous les autres. » Antoine écoutait avec un intérêt sincère, un autre comportement nouveau. Auparavant, il prêtait rarement attention aux histoires personnelles, surtout celles de personnes qu'il considérerait comme ordinaires. « Et si j'achetais votre propriété ?» suggéra-t-il soudain, « au double de la valeur marchande. Vous pourriez continuer à y vivre, bien sûr. La maison serait à vous jusqu'à... eh bien, pour toujours. Mais les champs feraient partie de ma ferme. » Madame Marguerite le regarda, méfiante. « Et pourquoi feriez-vous cela ?» Antoine pointa les 2 chevaux. « Pour qu'ils puissent rester ensemble, et pour protéger plus de terres de l'expropriation. » L'idée évolua rapidement. Bientôt, Antoine n'achetait pas seulement la propriété de Madame Marguerite, mais négociait avec d'autres petits propriétaires de la région. Sa vision s'élargissait. Non seulement sauver sa ferme, mais créer un sanctuaire pour chevaux sauvés, un espace de préservation environnementale qui servirait de barrière permanente contre l'expansion urbaine incontrôlée. Ironiquement, l'homme qui avait dédié sa vie à transformer des terres naturelles en béton et acier luttait maintenant, avec la même ferveur pour la préservation du ver. Le 7e mois depuis l'achat de Tempête approchait, et Antoine n'avait toujours pas essayé de le monter. Non par manque d'opportunité, le lien entre les deux était maintenant si fort que l'étalon le suivait comme une ombre à travers les champs, comme un chien fidèle suivrait son maître. « Je ne comprends pas pourquoi vous hésitez », commenta Sophie lors d'une de ses rares visites à la ferme. « Le cheval vous fait clairement confiance, et l'événement caritatif est de plus en plus proche. » Antoine brossait Tempête, qui restait parfaitement immobile sous ses soins. « Ce n'est pas une question de confiance, Sophie. C'est une question de choix. » « Le choix de qui ?»
Le vôtre ou le sien ?» demanda-t-elle confuse. « Le sien », répondit Antoine simplement. Cette nuit-là, après le départ de Sophie, Antoine resta assis sur le perron, contemplant les étoiles. Tempête, libre de vaguer sur la propriété maintenant qu'Antoine avait retiré toutes les clôtures intérieures, s'approcha et s'allongea sur la pelouse près des marches en bois. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi ?» dit Antoine, comme s'il parlait à un vieil ami. « Ta dignité. Tu aurais pu céder bien avant. Tu aurais pu te laisser dompter par les dresseurs pour échapper à l'enfermement, au fouet. Mais tu as préféré garder ton essence, même si cela signifiait plus de souffrance. » Le cheval leva la tête, ses yeux reflétant le clair de lune. « J'ai cédé tellement de fois, » continua Antoine, sa voix maintenant presque un murmure. « J'ai cédé à la pression de grandir rapidement, d'être plus riche que mon père, de prouver ma valeur par des conquêtes matérielles. Et à chaque concession, je perdais un peu de qui j'étais vraiment. » Tempête se leva et, dans un mouvement surprenant, s'approcha des marches où Antoine était assis. Il baissa son imposante tête jusqu'à ce qu'elle soit au niveau du visage de l'homme. Ce qui arriva ensuite, Antoine ne parviendrait jamais à l'expliquer rationnellement. Ce fut comme si, l'espace d'un instant, il parvenait à voir à travers ses yeux noirs, à ressentir ce que l'animal ressentait. Une communication au-delà des mots, au-delà de la compréhension humaine conventionnelle. « Tu veux essayer, n'est-ce pas ?» murmura Antoine, sentant une certitude inexplicable. « Tu es prêt. » Le lendemain matin, Antoine n'apporta pas la brosse habituelle. Au lieu de cela, il portait une selle légère, la plus confortable qu'il avait pu trouver. Il la montra à Tempête de loin, laissant à l'animal le temps d'inspecter l'objet, de comprendre ses intentions. L'étalon resta immobile, les yeux fixés sur la selle. Après quelques minutes, il s'approcha lentement et renifla le cuir. « Seulement si tu veux, » dit Antoine doucement. « Si tu montres le moindre inconfort, nous arrêtons immédiatement. » Avec des mouvements délibérément lents, Antoine positionna la selle sur le dos de l'animal. Tempête se contracta légèrement, mais ne recula pas. La respiration du cheval s'accéléra un peu lorsqu'Antoine serra soigneusement les sangles, s'assurant que la selle restait ferme sans blesser. « Ça va pour l'instant ?» continua Antoine, sa voix une encre rassurante pour les deux. « Allons-nous essayer la prochaine étape ?» Sans utiliser d'étrier, Antoine plaça les mains sur le dos du cheval et d'un mouvement fluide se hissa et monta. Le corps entier de Tempête se raidit. Pendant un moment terrifiant, Antoine pensa qu'il avait commis une erreur terrible, qu'il avait trahi la confiance de l'animal. Mais alors, graduellement, Tempête se détendit. Sa respiration redevint normale. Il bougea la tête sur le côté comme s'il voulait vérifier qui était sur lui, et en confirmant que c'était Antoine, il sembla accepter la situation. « Bon garçon », murmura Antoine, se penchant pour caresser le cou de l'animal. « Tu es incroyable. » Tu sais, ils restèrent ainsi pendant quelques minutes. Antoine assis immobile, Tempête arrêtée, tous deux s'habituant à cette nouvelle configuration de leur relation. Alors, très doucement, Antoine pressa ses genoux contre les flancs du cheval, signalant qu'il était prêt à marcher. Le premier pas de Tempête fut hésitant. Le second, plus assuré. Au troisième, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le cheval que tous appelaient indomptable commença à marcher calmement, répondant aux indications les plus subtiles du cavalier, comme si les deux étaient une seule créature. Des larmes coulaient librement sur le visage d'Antoine, tandis qu'il marchait lentement à travers le champ. Ce n'étaient pas des larmes de victoire ou de conquête, mais de profonde gratitude. Gratitude pour ce cadeau inestimable. La confiance, volontaire d'un être qui aurait pu choisir de le rejeter. Les semaines suivantes furent de pratiques constantes. Antoine ne forçait jamais Tempête à de longues sessions, respectant toujours le rythme de l'animal. Graduellement, ils progressèrent des promenades au trot léger et finalement au galop contrôlé à travers les vastes champs de la ferme agrandie. La nouvelle du dressage réussi se répandit rapidement. Des journalistes revinrent en masse, maintenant accompagnés d'équipes de télévision. L'histoire du millionnaire transformé et du cheval indomptable avait captivé l'imagination nationale. Ce fut pendant l'une de ces sessions de tournage que se produisit l'incident qui changerait tout à nouveau. Antoine et Tempête étaient en train de démontrer leur partenariat harmonieux pour les caméras lorsque l'étalon s'arrêta soudainement, les oreilles dressées en alerte.
Avant qu'Antoine ne puisse réagir, le cheval s'élança en direction d'une zone boisée, ignorant complètement les commandes du cavalier. « Tempête, qu'est-ce qu'il y a ?» Antoine se tint fermement, permettant à l'animal de l'emmener là où il allait avec une telle urgence. Ils arrivèrent à un petit ravin, où le son qui avait alerté Tempête devint également audible pour Antoine. Un gémissement aigu, désespéré. Au fond du ravin, un louveteau était pris au piège dans un collet illégal de chasseur, sa patte saignant, tandis qu'il luttait inutilement pour se libérer. Tempête s'arrêta au bord de la pente abrupte, hennit bruyamment comme s'il appelait à l'aide et regarda Antoine comme s'il s'attendait à ce qu'il comprenne ce qui devait être fait. « Comment as-tu entendu ça d'aussi loin ?» murmura Antoine, descendant soigneusement. « Attends ici, je vais l'aider. » La descente fut dangereuse avec des pierres instables menaçant de glisser à chaque pas. Le louveteau, terrorisé, tenta de mordre lorsque Antoine s'approcha. « Calme-toi, petit, dit-il, doucement, utilisant le même ton qu'il utilisait avec Tempête les premiers jours. Je suis là pour aider. » Avec une extrême prudence, Antoine parvint à ouvrir le piège et à libérer la patte blessée de l'animal. Le louveteau, bien que libre, était clairement affaibli par la perte de sang et l'effort pour tenter de s'échapper. « Je ne peux pas le laisser ici, » décida Antoine, retirant sa chemise pour créer un brancard improvisé pour le petit loup. « Nous allons le ramener à la maison et soigner cette patte. » Lorsqu'il revint au sommet du ravin avec le louveteau, Antoine trouva non seulement Tempête attendant patiemment, mais aussi l'équipe de tournage qui les avait suivis, capturant toute l'opération de sauvetage. L'incident du louveteau devint viral instantanément. L'image du puissant homme d'affaires sauvant gentiment un animal sauvage blessé, guidé par son cheval autrefois considéré indomptable, était trop puissante pour être ignorée. Le lendemain, le gouverneur de la région annonça personnellement que le tracé de l'autoroute serait modifié, préservant complètement les terres d'Antoine et le sanctuaire de vie sauvage émergent qu'il était en train de créer. Parfois, déclara le politicien devant les caméras avec Antoine et Tempête, à l'arrière-plan, nous devons reconnaître quand nous faisons fausse route. Le développement est important, mais pas au prix de détruire des relations aussi spéciales entre les humains et la nature que celle à laquelle nous assistons. La victoire contre l'autoroute ne fut que le début. Les dons pour la fondation d'Antoine commencèrent à affluer de tout le pays. Le sanctuaire s'étendit rapidement, accueillant non seulement des chevaux sauvés, mais diverses espèces d'animaux sauvages affectés par l'expansion urbaine. Et, au centre de tout, se trouvait l'extraordinaire partenariat entre un homme qui avait appris à valoriser bien plus que l'argent et un cheval qui avait choisi de faire confiance, malgré toutes les raisons de ne pas le faire. Le grand événement caritatif, initialement prévu comme une simple démonstration de dressage, se transforma en quelque chose de bien plus grand. Il devint une célébration de la transformation, non seulement d'Antoine et Tempête, mais d'une communauté entière qui comprenait maintenant la valeur de préserver, au lieu d'exploiter. Le soir de la présentation, sous de doux projecteurs, et devant un public qui incluait aussi bien des célébrités que de simples habitants locaux, qui avaient été témoins de tout le voyage, Antoine monta Tempête sans selle, juste avec une légère corde comme guide. « Il y a 1 an, dit-il au micro attaché à sa boutonnière, tandis que Tempête marchait majestueusement dans l'arène. Je croyais pouvoir acheter et dompter n'importe quoi, que ma volonté et mon argent pouvaient plier le monde à mes désirs. Tempête exécuta une série de mouvements complexes, répondant aux commandes les plus subtiles d'Antoine, une danse harmonieuse entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, je sais que les choses les plus précieuses de la vie ne peuvent être achetées. Elles ne peuvent être offertes librement, qu'à travers la confiance, le respect et l'amour sincère. » Avec ces mots, Antoine glissa du dos du cheval et retira, même la corde qui servait de guide symbolique. Complètement libre, Tempête aurait pu choisir de courir, de retourner à son état sauvage, de rejeter tout ce qu'ils avaient déconstruit ensemble. Au lieu de cela, le magnifique étalon noir fit un tour de l'arène et revint ensuite s'arrêter, à côté d'Antoine, baissant son imposante tête pour que l'homme puisse caresser son museau. Le public se leva dans une ovation spontanée. Beaucoup pleuraient ouvertement, touchés par la pure démonstration d'un lien qui transcendait les mots.
Ce que j'ai appris avec Tempête, continua Antoine lorsque le public se tut finalement, c'est que la véritable liberté n'est pas l'absence de lien. C'est la présence de connexion que nous choisissons librement de maintenir, qui nous renforce au lieu de nous emprisonner. Il marqua une pause, regardant le cheval avec des yeux embués. Il y a 1 an, j'ai payé un demi-million pour un cheval que tous appelaient indomptable. Ce fut le meilleur achat de ma vie, non pas parce que j'ai réussi à le dompter, mais parce qu'il m'a appris à être indomptable à nouveau, à redécouvrir ma propre essence sauvage, qui avait été apprivoisée par des années de compromis, avec un système de valeurs auquel je n'ai jamais vraiment cru. La caméra principale s'approcha, capturant le moment intime entre l'homme et l'animal. Aujourd'hui, j'annonce officiellement la création du sanctuaire Tempête, dédié non seulement à sauver des animaux, mais à sauver notre connexion humaine avec le monde naturel. Un lieu où des personnes de tous âges peuvent venir apprendre ce que ce magnifique être m'a enseigné, que les leçons les plus profondes viennent souvent emballées dans les paquets les plus inattendus, et qu'il n'est jamais trop tard pour redécouvrir qui nous sommes vraiment. Tandis qu'Antoine et Tempête sortaient côte à côte de l'arène, non pas comme maîtres et serviteurs, mais comme partenaires égaux dans un voyage extraordinaire, les applaudissements continuèrent pendant de longues minutes. Madame Marguerite, assise au premier rang avec sérénité, se reposant paisiblement dans un enclos spécial près de la reine, sourit à travers ses propres larmes. « Vous voyez » murmura-t-elle à la vieille jument. « J'avais dit que cet homme avait une chance. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de trouver le bon miroir pour nous montrer qui nous sommes vraiment. » Et ainsi, sous les étoiles, d'une nuit parfaite, un homme qui avait autrefois cru que tout avait un prix, découvrit la valeur inestimable d'une seule connexion véritable. Et un cheval que tous appelaient indomptable, choisit librement de rester aux côtés du seul être humain qui avait respecté sa nature essentielle. Ce n'était pas la fin de l'histoire, c'était juste le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la véritable richesse serait mesurée non pas en compte bancaire ou en propriété, mais dans la profondeur des connexions forgées et des vies transformées en chemin. Tandis que les lumières s'éteignaient lentement sur l'arène, la silhouette de l'homme et du cheval contre l'horizon nocturne semblait former une seule créature. 2 esprits qui, dans leur danse de patience et de respect mutuel, avaient atteint quelque chose de bien plus précieux que la domination. Ils avaient trouvé cette harmonie rare et précieuse, qui n'émerge que lorsque nous permettons aux autres êtres d'être véritablement libres, et que nous découvrons que, dans leur liberté, ils choisissent de rester à nos côtés.